Bonjour, c'est Fabien de bilingueanglais.com. Alors, il y a une semaine, je vous envoyais un mail vers une question. Alors, la question est ici. Quelles sont tes deux questions les plus importantes sur l'oral et l'anglais auxquelles il faut que l'on réponde dans ce produit? Ce produit étant réussir à l'oral en anglais qui sort très bientôt. Alors, j'ai reçu exactement 99 réponses, sachant que dans chacune de vos réponses, il y a en général deux questions, ça me fait pas loin de 200 questions. Alors, j'aimerais bien répondre à chacune des questions individuellement, mais faute de temps, faute de moyens, ça va pas être possible. Alors, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent, je les ai mises en rouge dans le fichier Excel, j'en ai à peu près 10, et donc je vais répondre à ces différentes questions dans cette vidéo. Première question, ah oui, alors j'ai pas vos prénoms dans le formulaire malheureusement, il y avait une autre partie du questionnaire, mais qui était facultative, vous pouvez mettre les prénoms, c'est-à-dire que je suis désolé, j'ai pas les prénoms des personnes qui ont posé les questions. Alors, première question. Comment arriver à bien prononcer les sons difficiles? Je m'explique, il y a au moins un son que j'ai énormément de mal à prononcer, le R comme dans true, qui sonne true chez moi. J'ai beau écouter des gens anglais le prononcer, quoi qu'il arrive, ça ne sonne jamais bien dans ma bouche. Alors, ce qui va vous permettre de prononcer le R anglais correctement, c'est le même principe que celui qui vous permettra de prononcer tous les autres sons anglais correctement, et on va dire tous les sons correctement, quelle que soit la langue. Ce principe, c'est d'apprendre à servir des muscles de la bouche. Alors, la bouche au sens large, techniquement, c'est l'appareil phonatoire, l'appareil vocal, c'est-à-dire la bouche, la langue, la forme des lèvres, la gorge. Prendre conscience de ces parties-là, ça donne des repères, et d'apprendre à servir des muscles corrects, ça permet de produire le son correct. Alors, comment est-ce qu'on produit ce R anglais? Le mieux, c'est de comparer avec le français pour voir vraiment où sont les différences. Parce qu'il y a certains points communs, mais il faut se concentrer sur les différences. Le R français, on le produit au fond de la gorge. Un mot que j'aime bien utiliser en exemple, c'est le prénom Robert. En français, c'est Robert. Robert, c'est la gorge qui travaille, Robert. Le son naît dans la gorge, et la gorge se contracte tellement qu'on bloque le passage de l'air immédiatement. Le fait de bloquer le passage de l'air, ça crée une vibration, et c'est cette vibration qui crée le son. Robert, re. En anglais, c'est un son qui est plus doux. La gorge se contracte un petit peu pour créer le son, re, mais ça va être la pointe de la langue qui va se placer derrière les gencives, vers le haut, bloquer le passage de l'air. Donc, en anglais, le son commence dans la gorge, on contracte la gorge faiblement, plus faiblement qu'en français. Le faites pas trop, sinon ça fait un R français. Ensuite, l'air passe dans la bouche, et la pointe de la langue, située derrière les gencives en haut de la bouche, bloque le passage de l'air, fait bloquer le passage de l'air, crée une vibration, cette vibration fait créer le son qu'on entend. Re. Robert, c'est la gorge, fort, et re. D'accord, je travaille un petit peu, mais c'est la pointe de la langue qui bloque l'air. Les étrangers qui apprennent le français, ce qu'on leur enseigne souvent, c'est que le R français, c'est comme de se rincer la gorge, comme de se gargariser, comme quand on se brosse les dents. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à le faire. C'est un principe important aussi, parce que c'est un son que tout le monde sait faire, le R français. Mais pour les étrangers, c'est bizarre de faire un son qui ressemble au fait de se gargariser. Donc, ils sont un peu timides par rapport au fait de le faire. Et si on est timide, on ne le fait pas. Et si on le fait pas, ben forcément, si on le fait pas, on ne sait pas le faire. On va pas apprendre. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça va être la même chose en anglais. Pour bien prononcer les sons anglais, il va falloir faire des choses avec votre bouche et avec votre langue que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est de faire ces nouvelles choses. C'est la définition d'apprendre. Simplement, on a des habitudes de prononciation et il faut en acquérir de nouvelles. Je pense que on va en reparler. Il y avait une question par rapport à ça. On va en reparler, mais je pense que c'est pour ça que apprendre à prononcer une langue est amusant. Parce qu'on fait de nouvelles choses avec la bouche, on fait de nouveaux sons. C'est assez ludique. Alors, question suivante. Comment comprendre quand les gens parlent vite?
Alors, ce qui permet de comprendre lorsque les gens parlent rapidement, c'est le même mécanisme que ce qui permet de comprendre lorsque les gens parlent lentement. Simplement, le fait que les choses aillent plus vite met en avant nos lacunes. Alors, je vous donne une comparaison. J'ai pas mal cherché pour trouver une comparaison correcte à ce niveau-là, parce que les langues, c'est vraiment un domaine à part et c'est pas toujours évident d'avoir des points de comparaison. Au final, je pense que j'ai trouvé une comparaison assez simple dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. C'est le fait de taper au clavier. Alors, imaginez, alors personnellement, je donne mon exemple, quand je tape au clavier, j'utilise 3 doigts maximum, certainement pas plus. Et si je devais taper très rapidement, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas rivaliser avec une dactylo professionnelle. Tout simplement parce que la technique que j'utilise à la base est mauvaise, et si ça reste gérable quand je tape lentement, au moment de vouloir taper très très vite, c'est là que les lacunes apparaissent. Je peux pas tenir la longueur. Je peux pas gérer suffisamment d'informations en un laps de temps trop court. Alors en anglais, c'est la même chose. Ce qui fait que la comparaison avec le fait de taper sur un clavier tient la route aussi, c'est que contrairement à une idée reçue, écouter les gens parler, quelle que soit la langue d'ailleurs, c'est vrai aussi pour notre langue natale, écouter quelqu'un parler, c'est pas une activité passive, c'est une activité active. Écouter, c'est une activité. Exemple, c'est que si vous avez une longue conversation avec quelqu'un, plutôt, si vous écoutez longuement quelqu'un qui a besoin de parler, et vous passez la plupart du temps à l'écouter parce qu'il a besoin de se confier, par exemple, c'est une activité qui est fatigante, qui est gourmande en énergie, je vais y arriver, qui est gourmande en énergie. Lorsqu'on écoute quelqu'un, on fait beaucoup de choses en automatique et inconsciemment, on s'imagine les choses également d'une manière davantage consciente. C'est vraiment une activité. Et alors, les mécanismes qui vous permettent de comprendre lorsque les gens parlent vite, c'est les mêmes mécanismes que ceux qui vous permettent de comprendre lorsque les gens parlent à une vitesse plus lente. Alors, simplement, c'est quoi la bonne manière de comprendre et d'écouter lorsque les gens parlent, quelle que soit la vitesse donc. Ça va être d'utiliser certains principes, ça va être la phonétique anglaise, tout simplement. Je vous en ai déjà parlé dans les newsletters, je vais vous en parler dans le reste de cette vidéo. C'est les mêmes principes à chaque fois qui servent, c'est les mêmes mécanismes. Si vous voulez apprendre à comprendre lorsque les gens parlent rapidement, travaillez votre compréhension de quand les gens parlent normalement. Cherchez une technique spéciale pour les situations où les gens parlent vite, c'est un leurre. Il n'y a pas de technique spéciale. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre compréhension? Il s'agit de mieux reconnaître les sons anglais, déjà de savoir quels sons anglais n'existent pas en français, parce que la plupart des gens ne savent pas, ce qui ne permet donc pas d'isoler le problème. Si vous savez quels sons existent en anglais et pas en français, ça vous permet déjà d'isoler le problème, et ensuite de raffiner votre compréhension de ces sons-là, de les travailler spécifiquement. Bon voilà, pour cette question-là, comment comprendre comment les gens parlent vite. Au final, le reste de cette vidéo va vous donner pas mal d'éléments là-dessus. Gardez juste en tête que si vous cherchez une technique spéciale pour quand les gens parlent vite, c'est une perte de temps. Il n'y a pas de technique spéciale. Améliorez simplement votre compréhension quand les gens parlent lentement. Alors, question suivante. Est-ce que j'aurais du fun à apprendre l'anglais oral avec ce livre? Alors, justement, c'est ce à quoi je faisais référence dans la première question, c'est qu'apprendre à faire de nouveaux sons, c'est sans doute une affaire de goût. C'est à ce niveau-là, s'il devait y avoir une différence, une sorte d'injustice entre les différentes personnes qui apprennent des langues vivantes, c'est que certaines aiment plus ou moins ce qu'elles font. Je pense que c'est le plus important, c'est la motivation. Sans motivation, on fait rien, même si on a des capacités. Et à l'inverse, même si on a l'impression de partir sur une base difficile, si on a beaucoup de motivation, on peut abattre beaucoup de travail, on peut faire beaucoup de progrès. Je ferme la parenthèse. Donc, est-ce que ça va être fun d'apprendre avec réussir à l'oral en anglais? Je pense que oui. C'est un cours qui est théorique et pratique. C'est pas juste du fun. Je dois être honnête là-dessus. C'est du travail.
C'est un travail qui, à mon avis, est amusant. C'est amusant parce qu'on apprend à faire de nouveaux sons, on joue avec sa bouche, c'est quelque chose de ludique et d'enfantin. Pensez au fait d'être dans la cour de récré quand vous aviez, je sais pas, 5 ans, peut-être même 7 ans. À 7 ans, je pense qu'on peaufine encore certains sons. Mais voilà, pensez quand vous étiez gamin, que vous appreniez à faire des sons, ou à faire des choses rigolotes, genre des bulles de chewing-gum, ou apprendre à siffler. Voilà, c'est le même genre d'exercice. On se sert de certaines parties de la bouche qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc à ce niveau-là, c'est fun. Ce qui est agréable aussi, à mon avis, c'est tout simplement le fait de voir qu'on fait des progrès. Je pense que c'est la chose la plus agréable lorsqu'on apprend, c'est de voir le chemin parcouru. Et vraiment, en travaillant les sons anglais et la musique de l'anglais, je vous en parle dans davantage de détails dans un instant, en travaillant davantage la phonétique, finalement, on fait des progrès vraiment importants. La phonétique, c'est vraiment le domaine dans les langues vivantes qui se travaille le plus rapidement. C'est là que le travail porte ses fruits le plus rapidement. Dans l'ensemble, travailler la phonétique, ça apporte des résultats, mais immédiats. Alors, dans l'ensemble des langues, parce que travailler la phonétique, ça peut se faire en quelques heures, alors que travailler le vocabulaire, ça demande des centaines d'heures. Travailler la grammaire, ça demande au moins des dizaines d'heures. Mais la phonétique, c'est une affaire de quelques heures pour comprendre les bases, apprendre de nouveaux sons, savoir comment les faire, apprendre à les reconnaître. Et faire des progrès importants, ça se fait très rapidement. Et de faire ces progrès rapidement, de voir ces progrès, c'est là qu'il y a beaucoup de plaisir. Ensuite, le plaisir, c'est évidemment de rencontrer les anglophones. Mais voilà, pour le cours en lui-même, jouer avec votre langue, ça va être amusant. Voir vos progrès, ça va être amusant. Et puis ensuite, c'est à vous de vous servir de l'anglais sur différents contenus et sur différentes rencontres pour en profiter encore davantage. Alors, question suivante. Il me paraît important de donner le son correspondant à chaque symbole de phonétique au travers d'exemples. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, dans Réussir à l'oral en anglais, vous avez chacun des sons qui existent en anglais et pas en français. C'est un livre audio, donc vous pouvez écouter le livre sans avoir le livre sous les yeux. Et vous aurez quand même un fichier PDF pour pouvoir lire le livre en même temps, ou séparément. Je conseille de commencer par la version audio au minimum, et si possible de lire le PDF. Dans ce PDF, vous aurez les symboles utilisés en phonétique, et vous aurez toujours des exemples. J'ai vraiment choisi soigneusement les exemples que j'utilisais. C'est des exemples qui vont vraiment vous servir, c'est des mots qui sont vraiment utilisés, qui sont dans le top 1000 en général des mots utilisés en anglais. Quand c'était pas possible, ils sont dans le top 5000. Le top 5000 des mots utilisés en anglais, c'est vraiment des mots qui restent importants. Et donc à chaque fois, vous avez des transcriptions phonétiques. Donc la phonétique, vous allez la comprendre. Ce qui me semble important là-dessus, c'est de voir que ces symboles ont beau être importants, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se concentrer sur les sons et sur les muscles. C'est ça le travail en phonétique. Ensuite, c'est un gros bénéfice d'aussi apprendre les symboles et vous allez pouvoir le faire avec ce livre-là. Vous allez aussi pouvoir le faire avec un des bonus inclus avec le livre qui s'appelle Prononcer le texte anglais, dans lequel vous avez un récapitulatif de la phonétique anglaise et française. Je séparais les sons typiquement anglais, les sons typiquement français et les sons communs aux deux langues. Et à chaque fois, vous avez des exemples en anglais ou en français ou dans les deux langues quand c'est possible. Et ensuite, vous aurez beaucoup de mots et de transcriptions phonétiques. Donc, c'était pas vraiment une question en fait. Il me paraît important de donner le son correspondant à chaque symbole de phonétique au travers d'exemples. Et donc, mon commentaire, c'est que je suis d'accord et c'est ce que j'ai fait dans le livre. Question suivante.